Il est 19h50, bienvenue dans ce journal de la rédaction. Le renouvellement du parc automobile des minibus de transport appelé GBACA et la formation des conducteurs pour rompre avec les mauvaises habitudes, ce projet porté par le gouvernement commence à prendre forme. La chefferie de Trénou, village près de Boaké, est tenue en haleine par un conflit qui oppose deux prétendants à la tête de la chefferie. Parmi ces prétendants, une femme. Et puis au Burkina Faso, la mobilisation générale a été décrétée jeudi soir dans le cadre de la lutte contre la menace djihadiste. Une décision annoncée à l'issue du Conseil des ministres. Réaction des citoyens burkinabés dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une innovation très attendue dans le secteur du transport et en particulier chez les usagers des minibus, encore appelés GBACA. Il s'agit du renouvellement du parc automobile initié par le gouvernement. Ces nouveaux minibus seront bientôt en service à Abidjan et les premiers conducteurs sont entrés en formation pour un renforcement de leur capacité. Objectif, casser la mauvaise image associée à ce moyen de transport. Nadia Ija, Mathurin Badé. Les nouveaux minibus Made in Côte d'Ivoire vont bientôt être mis en service. Pour un bon usage, les premiers propriétaires ont reçu des cours de recyclage en code et en conduite. Parmi eux, Blandine Sadia, ex-apprentie GBACA et conductrice. Nous voyons beaucoup les chauffeurs de GBACA qui ne respectent pas les codes de route, mais je crois qu'avec cette formation et cette opportunité que le gouvernement est en train de mettre en place, je crois que d'ici un an, Inch'Allah, tout va se passer bien. L'État nous donne des véhicules neufs. Là, quand c'est comme ça, là, on n'aura pas de problème de phare, on n'aura pas de problème d'essuie-glace. Tout comme elle, Brahima Koulibaly, qui était déjà dans le métier, se réjouit de cette formation qui allie théorie et pratique. Quand tu participes à une formation de ce genre, tu vois que tu n'as rien appris encore. Parce que c'est le minimum qu'on nous enseigne à l'auto-école. Et aller apprendre vraiment ce qui est dans cette formation, c'est le jour et la nuit à l'auto-école. Donc c'est un grand plus que nous avons eu. Et ça nous réconforte dans notre responsabilité vis-à-vis des véhicules qu'on va nous donner et vis-à-vis des clients qui sont notre matière première, qu'il faut respecter. C'est grâce aux clients que nous vivons. Au niveau du Haut Conseil, on attend avec impatience la mise en circulation de ces nouveaux minibus qui vont contribuer fortement à la modernisation du secteur. Cette opération de renouvellement des GBACA va permettre de régler un grand problème, celui du vieillissement du matériel roulant, surtout des minicars. Va permettre de régler un autre problème qui se situe au niveau donc, de la sécurité routière. Et va régler un autre problème qui se situe au niveau donc, de la recherche et du civisme sur les routes. Les bénéficiaires ont été invités à servir de modèle en faisant un bon usage des véhicules dont ils seront propriétaires. Derrière eux, il y a des milliers et des milliers d'autres qui attendent d'être servis. Donc, de leur manière de s'engager, de leur manière de rembourser la dette, dépend donc de ce que les autres attendent par derrière. Nous les encourageons donc à tout mettre en œuvre pour que la question du remboursement de la dette de ces véhicules-là soit une réalité. Outre la formation qui s'est axée entre autres sur la gestion d'une entreprise, l'usage de la plateforme de paiement électronique et l'entretien des véhicules, les bénéficiaires ont été instruits sur les différents arrêts identifiés pour chaque ligne. Direction la région du Béquet, plus précisément le village de Trénou, où une crise de succession à la tête de la chefferie tient la population en haleine. Deux prétendants s'opposent dans ce jeu de pouvoir, dont une femme qui avait déjà été intronisée par la chefferie cantonale. Plus de précisions dans ce reportage signé Thiemé Dandjé. Boaké, capitale du centre ivoirien. La deuxième ville du pays a fini par rattraper et absorber ce village. Trénou, chef-lieu de la tribu Trénou-Mangougou-Kro, dont le patrimoine foncier s'étend sur une centaine d'hectares. Une zone où le foncier a explosé, aiguisant bien d'appétit au cœur de la crise au sein de la chefferie. L'un des protagonistes, Mlan Afouemo Kofi Adjoa, intronisé 24 heures auparavant. À sa résidence, pour les festivités de Pakinou, ses partisans jubilent. La joie va être de courte durée. La raison, la prise d'un arrêté préfectoral d'interdiction, au désarroi de la chefferie cantonale, qui a pris fait et cause pour Mlan Afoué. Hier déjà, aux environs de 8h à 10h, on était avec toute la famille, nous sommes venus avec tous les attributs du canton Fari
nous avons intronisé Dame Kofi Adjoa. Ce matin, on vient pour la Pâque. On nous empêche de rentrer dans la cour de Dame Kofi Adjoa. Cette crise, à en croire ces têtes couronnées du canton Fari, n'était pas prévisible. La désignation du chef défunt ayant été faite publiquement par celle qui réclame aujourd'hui le trône. Au moment où on devait introniser Yaoundri, nous avons demandé à la famille qui nous donne Yaoundri à l'introniser comme chef de village et chef de tribu. Tous les chefs de village qui composent la tribu Traîneau étaient présents. Dame Kofi Adjoa a levé le doigt pour dire que c'est moi qui ai choisi Yaoundri comme chef. J'ai préféré que mon neveu soit à ma place. Donc tout le monde était d'accord. On a installé Yaoundri. Yaoundri vient de décéder. On a fini les obsèques. Il est question de la succession de Yaoundri. On vient pour introniser Madjoa. Il y a une opposition. C'est devant toute la grande famille. C'est devant tous les chefs des villages que la dame nous a dit ceci. Alors pourquoi, en ce moment précis, personne ne s'est opposé? Maintenant, il est question qu'elle prenne son poste et il y a de l'opposition. À quelques pas, dans le camp adverse, l'on récuse cette version. Il est de la lignée matrilinéaire. Le chef vivant, après sa mort, sa succession revient aux enfants de sa nièce, de ses nièces. Et c'est ce que nous respectons depuis Nana Mlangougou. Dans le village, la division bat son plein. Alors que les proches de Mlan Afoué sont regroupés devant son domicile, en face, une logistique du camp adverse. Plus de décibels que de monde. Les positions, de part et d'autre, sont tranchées. Même la solution du préfet de région Thiofosier passe difficilement. Monsieur le préfet nous a dit, comme on lui a donné un arrêté préfectoral, vraiment, Nana, je vous en prie, laissez faire. Ils vont installer le chef de village. Et chef tribu là, Nana, c'est ton pouvoir. Tu donnes à qui tu veux. Depuis la création de ce village jusqu'à nos jours, ça a toujours été comme ça. Il n'y a jamais eu le chef de tribu à part et le chef de village à part dans ce village. Donc, on ne peut pas se dérober à cette règle. Ce n'est pas possible. Comment sortir de ce contentieux avec des populations à couteau tiré? On a prévu 3 poulets, mais on a fait venir 2 poulets. On dit, on va au 3e poulet. Si ça ne donne pas raison d'introniser la vieille, on arrête, on annule. On a tué un premier poulet déjà. Le premier poulet nous a dit, ne continuez plus, la vieille est intronisée. Nous avons les attributs. Nous, on ne se dédie pas. Parce que si on se dédie, devant là, ce n'est pas bon pour nous. Ceux qui peuvent nous empêcher de le faire, en tout cas, on laisse pour nous à Dieu. Et on confie ça à nos man, à nos prédécesseurs, chefs des cantons. Nous ne reconnaissons que Nana Yao Séraphin et sa chefferie au niveau du village. Parce que depuis la nuit des temps, ça a été toujours comme ça. Ici, à Menangougou, le chef qui est placé est ipso facto le chef de village et le chef des tribus. En attendant que les partis accordent leur violon, ces femmes qui ne jurent que par mot Adjoa invoquent le Seigneur pour voir une des leurs sur le trône. Et l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire a fait sa rentrée syndicale mercredi à Yopougon. À cette occasion, la centrale a dénoncé les abus de certains employeurs constatés sur le marché du travail avant de donner les nouvelles orientations aux membres et secrétaires généraux des syndicats affiliés. Pierre Dipomela. Rentrée syndicale de l'UNARTI à Yopougon-Saguidiba. Des secrétaires généraux, des syndicats affiliés ont massivement effectué le déplacement pour recevoir les nouvelles orientations de la lutte syndicale. Lors de cette première rencontre de l'année, le secrétaire général fait le bilan des activités ainsi que les perspectives pour le prochain quinquennat. Nous sommes dit que désormais, il faut que nous nous inscrivons dans le plan prospectif 2040 de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que la centrale a décidé de faire. Et désormais, tout ce que nous avons fait comme action vont être copiés, vont être calqués totalement sur le plan prospectif 2040. Le dialogue social, dont l'efficacité a permis aux travailleurs d'obtenir l'augmentation du SMIG et une revalorisation salariale dans le secteur public, est le choix de la centrale. Tout en saluant les efforts du gouvernement, le secrétaire général a rassuré les syndiqués qu'il se prononcera sur la vie sociale en Côte d'Ivoire à l'occasion
du 1er mai prochain. En 2021, le nombre de personnes vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire était estimé à 380 000, dont 18 000 enfants âgés de 0 à 14 ans. S'il est possible aujourd'hui, avec les progrès de la science, de vivre avec le virus, un tiers de ces personnes se font dépister tardivement ou interrompent leur traitement, faisant grimper la courbe des décès, des chiffres que veulent infléchir les acteurs de la lutte contre le VIH. Thiemé Danger. Les acteurs et partenaires de la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire passent à une autre étape, celle de la réduction significative du taux de mortalité des personnes infectées. Tribune de cette cause, le projet pilote de développement et de mise à l'échelle des services pour l'infection à VIH à un stade avancé de la maladie. Avant la mise en œuvre sur le terrain, les parties engagées déclinent enjeux et attentes. La deuxième catégorie de patients qui sont déjà sous traitement, mais qui abandonnent le traitement pour d'autres médecines ou pour les camps de prière qui malheureusement ont leur état de santé qui se dégrade et qui reviennent dans les soins à un stade avancé. Ces patients également sont difficiles à rattraper et expliquent pourquoi nous avons près de 10 000 décès liés au sida en 2022 en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour lutter contre cette mortalité élevée que nous avons donc mis en œuvre cette initiative. Ce projet qui est mis en œuvre sous le leadership du ministère de la Santé, donc à plusieurs parties prenantes, il était donc opportun de se retrouver pour avoir une meilleure compréhension dans la mise en œuvre de ce projet-là et surtout pouvoir comprendre quelles seraient les contributions des uns et des autres pour le succès de ce projet. Ce projet, dans sa phase pilote, couvre 5 districts sanitaires du pays. Le ministère de tutelle, qui entend le généraliser, sonne la mobilisation des acteurs terrains impliqués dans cette première étape. Je leur demande de suivre ces directives qui leur seront données afin que ce nouveau projet puisse aboutir. Parce que si nous réussissons ce nouveau projet, c'est un stade pilote, avant de mettre à échelle, il faut que nous ayons de très bons résultats. Et je les encourage à pouvoir suivre la nouvelle stratégie qui est mise en marche. La Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, selon le Spectrum 2022, a une prévalence VIH de 1,94% de la population adulte dans la tranche d'âge de 15 à 64 ans. En 2021, le nombre de PV-VIH, personnes vivant avec le VIH, dans le pays, était estimé à 380 000, dont 18 000 enfants âgés de 0 à 14 ans. 2640 jeunes sont attendus pour le programme d'apprentissage, de formation, de reconversion et de requalification destiné à ceux d'entre eux qui sont peu scolarisés ou déscolarisés sur l'ensemble du territoire. Un programme qui s'inscrit dans le cadre de l'école de la deuxième chance et qui leur permettra de se familiariser à divers corps de métier. Niki Mamoussa. Les inscriptions pour les programmes d'apprentissage et de formation, de reconversion et de requalification sont ouvertes. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse animée par le ministère en charge de l'insertion professionnelle. Ce sont 2640 opportunités que nous avons mobilisées, qui se répartissent comme suit. 1290 opportunités pour l'apprentissage et 1350 opportunités pour les formations de reconversion et de requalification. Sur le volet de l'apprentissage, naturellement, il faut être ivoirien, être âgé de 16 à 40 ans, être déscolarisé, avoir un niveau d'études compris entre le niveau CM2 et la terminale et résider dans les localités de mise en œuvre du programme. C'est ce qui concerne les conditions d'éligibilité sur les programmes d'apprentissage. Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'école de la deuxième chance, destinée aux jeunes peu scolarisés ou déscolarisés, dont le top départ est donné ce 12 avril pour une période de 2 semaines. Les formations de reconversion et de réqualification, ce sont des solutions alternatives de formation offertes à des jeunes qui soit ont eu une formation initiale qui ne leur permet pas donc d'avoir des débouchés sur le marché du travail et qui ont besoin peut-être d'une autre formation d'un autre domaine qui les rend tout de suite opérationnels donc sur le marché du travail. Alors que les formations par apprentissage, c'est l'apprentissage vraiment d'un métier. Ces jeunes sont formés en alternance, 75% auprès d'entreprises de maîtres artisans et 25% dans de cours théoriques. 2023, déclarée année de la jeunesse, ce programme est ouvert à 2640 jeunes sur l'ensemble du territoire ivoirien, qui seront formés à différents corps de métiers tels que la sécurité informatique, l'électricité, l'énergie solaire, la climatisation, le froid et bien d'autres.
Les toilettes publiques participent à maintenir la propreté de nos villes. Mais à Abidjan, l'hygiène fait défaut dans bon nombre d'entre elles et les plus exposées aux risques que cela comporte sont souvent les femmes. Certaines mairies veulent tacler le fléau grâce à des partenariats avec des entreprises privées. Issa Koné, Joseph Zécré. Daouda Guindo est gérant de toilettes publiques depuis 2009. De l'eau savonneuse et du javel pour un début de propreté pour les latrines. Ça, c'est le diluant. Celui-ci est l'eau de javel. Je mélange du javel avec de l'eau pour le nettoyage. Je fais ce travail depuis 2009, entre les odeurs d'urine et la défécation. On n'a pas d'autre choix. Emilienne est un usager. Selon elle, utiliser ces toilettes publiques, c'est signer un pacte avec un nid de bactéries. Les femmes sont les plus exposées. C'est que même qu'auprès de nous ici, là, c'est très sale. Mais quand tu rentres, tu finis de pisser, tu as toujours la démangeaison en bas de toi et puis les bouloirs ne sont pas propres. En dépit d'une hygiène approximative, ces toilettes sont largement insuffisantes, alors qu'une brigade a été mise en place pour réprimer toute personne qui urine en plein air. Certaines mairies et des sociétés privées veulent combler ce besoin. C'est le cas de la mairie de Port-Bouët et Good Trade, une structure chargée de l'entretien et de la location de toilettes mobiles. Cocody, une commune UP, s'est elle aussi engagée. Des toilettes sont installées dans des zones de grande affluence humaine, comme ici à l'université de Cocody. Ça fait plaisir de voir que maintenant, on ne peut pas se lever pour pisser partout, n'importe comment. Et quand il y a un cadre où on peut faire ce genre de choses-là, je pense que c'est vraiment la bienvenue. Vu qu'il y a des toilettes qui ont été construites un peu partout dans les stands, vraiment ça nous fera plaisir. Et puis on pense bien que pour les sanitaires, ça sera bien propre, bien utilisé pour le bon cas des étudiants que nous sommes. Le directeur technique de la mairie plaide auprès des populations pour que ces toilettes soient bien entretenues. Le message que je vais lancer, c'est de demander à la population de prendre soin de ces toilettes publiques-là. Parce que c'est un investissement important. Et nous souhaitons pérenniser l'action et pouvoir l'étendre sur l'ensemble du territoire de la commune de Cocody. Les urines et la défécation dans la nature sont source de nombreuses maladies. Après Port-Bouët et Cocody, plusieurs mairies d'Abidjan et de l'intérieur du pays s'activent à mettre à disposition des latrines à usage public. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, les autorités de transition au Burkina Faso décrètent la mobilisation générale afin de donner à l'État tous les moyens nécessaires pour faire face aux attaques terroristes qui frappent le pays en 7 ans. Les violences ont fait plus de 10 000 morts civils et militaires selon des ONG et quelques 2 millions de déplacés. Les citoyens burkinabés ont réagi à cette annonce. Salifia Lekwe. Le gouvernement de transition du Burkina Faso veut passer à une autre étape dans la lutte contre le terrorisme. Il a appelé jeudi, à travers un communiqué lu sur les antennes de la télévision nationale, à la mobilisation générale. L'adoption de ce décret permet l'instauration de la mobilisation générale et de la mise en garde dans notre pays en vue de se doter des moyens nécessaires pour défendre l'intégrité du territoire et sécuriser l'ensemble des populations et leurs biens face au terrorisme. Le lendemain, les Burkinabés ont réagi à cette annonce qui ouvre la possibilité d'enrôler des civils. Je pense que si cette mesure-là, chacun le prend à cœur, chaque citoyen du Burkina Faso, en tout cas, le prend à cœur, on va arriver à lutter contre le terrorisme. Parce que si on a seulement les yeux fixés sur l'armée, ça va être compliqué. Les ancêtres ont lutté pour ce pays jusqu'à présent. Nous aussi, on ne doit pas nous laisser faire, on ne doit pas laisser les terroristes venir nous envahir sans rien faire. On n'a pas un autre Burkina Faso. C'est le seul Burkina Faso que nous on a actuellement. Donc si nous on dit que si nous on est en train et puis on est là en train de regarder et puis ils sont en train de prendre les terres là, c'est où nous on va rentrer. Donc tôt ou tard seulement, si ça va continuer, c'est forcément que tout Burkinabé, tout citoyen seulement soit engagé pour ça. Le Burkina Faso, théâtre de 2 coups d'État militaires en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violence djihadiste apparue au Mali et au Niger quelques années auparavant. Les violences ont fait depuis 7 ans plus de 10 000 morts, civils et militaires, et quelques 2 millions de déplacés, selon des ONG. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous et ainsi qu'à toutes les équipes qui ont permis de le réaliser. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.